C'est bon. Alors, je suis le docteur Jia Saraman, chef de service du Centre régional douleurs et soins somatiques en santé mentale, autisme, polyhandicap et handicap génétique rare. Ce centre est situé au sein de l'établissement public de santé Barthélemy-Durand, dans l'Essonne. Alors, on m'a dit de parler de l'approche globale du patient en santé mentale. Alors, j'ai intitulé mon cours « Est-ce que cette approche est une utopie ou une réalité ?» Alors, l'objectif de ce cours, je dirais, c'est d'abord l'approche globale, bien sûr, et puis surtout vous montrer la surmortalité, les comorbidités organiques associées à la pathologie mentale. Ensuite, comment prendre en charge, et puis évidemment vous parler des recommandations françaises actuelles qui sont sorties depuis maintenant presque un peu plus d'un an. Alors, le plan de ce cours, je dirais, il va se situer par une petite introduction comme d'habitude. Et dans cette introduction, ce que je veux vous dire, c'est que l'Organisation mondiale de la santé retient 5 pathologies psychiatriques parmi, si vous voulez, les 10 pathologies majeures du XXIe siècle. Et vous avez donc, parmi ces 5 pathologies, vous avez la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles de l'humeur, les addictions et les troubles obsessionnels compulsifs. Donc ça, c'est déjà grandement parce qu'on se rapproche, comme on dit, de la mortalité connue dans le monde entier parmi les pathologies, tout ce qui est pathologie médicale. Et puis une autre chose aussi, ce que je voulais vous dire, ce que la Cour des comptes a publié, et le fardeau de la pathologie psychiatrique, ça coûte quand même 107 milliards d'euros en coût direct, c'est-à-dire tout ce qui est prise en charge médicale et paramédicale, également aussi la prise en charge sociale, et également tous les coûts indirects, c'est-à-dire la perte de productivité et de qualité de vie pour les patients. Donc je dirais que c'est une perte de chance pour nos patients. Ils ont une double peine, ils sont atteints d'une pathologie psychiatrique, mais ils ont aussi associé à ça des comorbidités organiques qui font donc qu'ils ont une survie limitée. Justement, parlant de la survie, comme on dit, la majorité de toutes les études qui ont été publiées dans le monde sont tous, pratiquement ces études sont d'accord, c'est qu'il y a une mortalité prématurée parmi les patients atteints de pathologie mentale, et le taux de mortalité est 4,5 à 5 fois supérieur par rapport à la population générale. Et la première cause de mortalité chez nos patients atteints de pathologie mentale sévère, c'est bien sûr les maladies cardiovasculaires. Alors, pourquoi ces maladies cardiovasculaires? Bien sûr, on en reparlera, mais il faut savoir aussi que l'espérance de vie de nos patients, elle est diminuée de 20% par rapport à la population générale. Beaucoup de facteurs beaucoup de facteurs à prendre en compte. Vous avez évidemment ce qu'on appelle les facteurs primaires, c'est-à-dire que nos patients ils ont une mauvaise hygiène de vie, les mauvaises hygiènes également alimentaires, une sédentarité, et puis tout ce qui est autres facteurs, c'est-à-dire le tabagisme et les abus de substances, que ce soit l'alcool et autres drogues. En plus de ça, cette surmortalité, elle est due également à un risque important dû à des pathologies organiques telles que le diabète, telles que les anomalies métaboliques, l'hypertension artérielle ou les maladies respiratoires, etc., bronchopulmonaires également. Alors, les facteurs de risque primaires, je dirais, où on peut peut-être jouer, ce qu'on appelle les facteurs de risque modifiables, c'est essentiellement la surcharge pondérale, le tabagisme, le diabète, bien sûr, je vous en avais parlé, l'hypertension, les anomalies lipidiques et bien sûr le syndrome métabolique. Et ces facteurs de risque, par rapport à la population générale, il y a une prévalence parmi nos patients atteints de pathologies psychiatriques. Et ça a été déjà démontré, et on essaye de faire la prévention parmi ces facteurs de risque primaires, associés bien sûr à d'autres
pathologie. Alors, ce qu'on peut dire également, les difficultés que nous avons à l'heure actuelle, pour cette approche globale des patients en psy, c'est qu'il y a plusieurs choses, je dirais. Évidemment, les psychiatres me disent qu'ils sont incompétents pour reconnaître une pathologie organique. Et puis de l'autre côté, il y a aussi les somaticiens qui ont une certaine aversion vis-à-vis de ces patients. Ils ne sont pas prêts à prendre en charge, parce que nos patients psy demandent beaucoup de temps pour la prise en charge. Et ils ont aussi peur de la pathologie mentale. Et puis autre chose aussi, je pense qu'il existe une mauvaise organisation des soins somatiques dans le système de santé global, et puis c'est toujours un manque d'interaction entre ce qu'on appelle le système médical et puis le système de santé mentale. Donc ça, c'est déjà quelques facteurs. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que tout ça fait que, pour en résumer rapidement, surmortalité, anomalie médicale non détectée, non prise en charge, non traitée. Et puis il y a aussi ces facteurs de risque primaires dont je viens de parler. Puis n'oublions pas également le rôle des effets iatrogènes de certains produits neuroleptiques, psychotropes. Et puis il y a eu des recommandations qui ont été publiées, aussi bien dans le monde qu'en France récemment. Et puis on voit que malheureusement il y a très peu d'impact clinique. Alors, comment peut-on prendre en charge ce qu'on appelle l'approche globale des patients en pathologie mentale? C'est que finalement, je pense qu'il faut tenir compte des recommandations qui ont été publiées en 2015. Ces recommandations vous le trouverez donc sur le site de la Haute Autorité de Santé. Les objectifs de cette recommandation, c'est essentiellement prévenir et faire un repérage précoce de tous les troubles, des troubles somatiques évidemment, améliorer la prise en charge depuis le début jusqu'à même ensuite dans tout ce qu'on appelle l'accompagnement des patients. Et tout ça, ces recommandations ont été publiées avec bien sûr des comités d'experts, et on a beaucoup insisté dans ces recommandations sur des anomalies qui sont très simples à détecter, et essentiellement, je vous dirais un mot du syndrome métabolique qui est très simple et qui est, malheureusement, il y a une prévalence de ce syndrome métabolique par rapport à la population générale chez nos patients. Alors c'est quoi le syndrome métabolique? Ce sont des anomalies cliniques et métaboliques qui associent 5 facteurs. Vous avez le tour de taille, vous avez l'hypertension artérielle, vous avez ce qu'on appelle l'HDL cholestérol qui diminue. L'HDL cholestérol, c'est le bon cholestérol, l'augmentation des triglycérides et la glycémie, bien sûr, à jeun. Et parmi donc, ces 5 facteurs, si vous en avez 3, parmi les 5, vous êtes sûr et certain que votre patient a un syndrome métabolique, et parmi les 5 facteurs, parmi les 3, il faut que le périmètre abdominal est un facteur essentiel, obligatoire. Donc, pourquoi je vous parle de ce syndrome métabolique? C'est tellement simple à le détecter. Vous voyez bien, périmètre abdominal, il faut un rebond centimétrique. Pour la tension, il faut un bon tensiomètre aux normes. Un bilan biologique qui consiste au minimum glycémie à jeun et anomalie lipidique. Et avec ça, vous détectez le syndrome métabolique. Et j'insiste à le dire, il y a vraiment une prévalence importante de ce syndrome par rapport à la population générale, et ça concerne aussi bien chez les patients schizophrènes, les troubles bipolaires et les troubles de l'humeur. Donc ça, je crois que c'est important de faire passer ce message, et on connaît maintenant que le syndrome métabolique, à part entière, est un outil de prédilection de l'émergence des facteurs cardiaques, essentiellement des atteintes coronariennes. Et on connaît également, et on l'a dit dans les recommandations, on l'a écrit dans les recommandations, qu'il y a des produits qui sont à risque d'entraîner, bien sûr, ce type de syndrome métabolique. Donc, on connaît bien maintenant les groupes à haut risque, à moyen risque et à un risque faible, en fonction des traitements qu'on a prescrits chez nos patients. Alors, vous voyez donc, c'est très simple à le détecter,
Et ces enjeux de l'augmentation, c'est essentiellement donc, comme je vous l'ai dit, dépister, évaluer et assurer un suivi de ces patients. N'oublions pas que, évidemment, en cours d'hospitalisation, ces patients sont bien suivis, mais il y a aussi le suivi en ambulatoire. Et ce qu'on a également préconisé, on a fait un tableau de suivi, ce qu'il faut faire à l'instant T0, et ensuite 4e, 8e, un an ensuite, pour le suivi de ces patients, avec des facteurs très simples à détecter. Et puis, en présence d'anomalies clinico-métaboliques, si vous voulez, on demande bien sûr soit un traitement associé à la pathologie psychiatrique et toujours tenir compte dans ce contexte de ce qu'on appelle le bénéfice-risque, de travailler en collaboration avec le somaticien. Et puis surtout, je voudrais insister aussi dans les soins ambulatoires, il faut toujours essayer de trouver un médecin de ville pour le suivi de nos patients. Ils sont bien suivis, bien sûr, par nos collègues psychiatres, mais s'ils ont une pathologie organique associée, il faut qu'il y ait ce que j'appelle une alliance collaborative entre somaticiens et psychiatres, ce qui n'est pas facile dans certaines régions, ou même en fonction de la densité médicale. Parce que, aussi, autre chose aussi, il faut déstigmatiser nos collègues de la pathologie mentale, hein, bien sûr, et puis quand même connaître aussi un peu les effets secondaires de toutes les nouvelles molécules qui apparaissent sur le marché, et également des effets indésirables, et de faire ce qu'on appelle la prévention. Toujours tenir compte aussi chez nos patients, là écrit dans les recommandations, du bénéfice-risque. On connaît les risques, on connaît le bénéfice de tel ou tel produit, mais connaissant le risque, autant faire la prévention. De plus en plus on parle concernant la prévention. On demande bien sûr à nos patients de faire une activité physique, adaptée ou pas, 30 minutes, hein, comme préconise l'Organisation mondiale de la santé. Également l'éducation alimentaire, ce que j'appelle l'hygiène alimentaire, et tout ça fait que peut-être on pourra améliorer la survie de nos patients. Voilà, je vous remercie. C'est la première chose.